Bonjour, je m'appelle Géraldine et je vous souhaite la bienvenue pour ce 7e épisode du podcast Let's Talk Diabetes qui parle du diabète sans filtre, ni stigmatisation, ni stéréotype. Cette série de podcasts a été conçue pour les personnes atteintes ou non de diabète. Vous entendrez ici des témoignages inspirants de personnes vivant avec un diabète, de leurs proches et d'experts qui vous raconteront leur parcours de vie avec le diabète. Nous espérons que ces témoignages vous permettront d'en apprendre plus sur le diabète, qu'ils vous inspireront et vous rassureront. Aujourd'hui, nous allons aborder l'utilisation de la technologie dans le cadre du diabète. Et pour cela, j'ai avec moi deux invités, le professeur Laurent Crenier, merci d'être avec nous, et Didier. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Je commence avec toi. Didier, tu as 56 ans et tu travailles à la ville de Namur. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as su que tu avais un diabète? Je perdais la vue, j'avais un voile Mhm. et j'allais très souvent à la toilette. Donc on m'a envoyé faire un test à l'hôpital. De là, une prise de sang. Je suis retourné chez moi et on m'a téléphoné de l'hôpital pour me dire voilà, monsieur Delvaux, il faut revenir et il faut qu'on vous hospitalise. Mon taux de sucre était à plus de 600. Donc voilà, je suis devenu diabétique du jour au lendemain. D'accord. Et vous avez un diabète de type 1, c'est De ça? type 1, oui. D'accord. Et comment votre vie a changé, comment ta vie a changé à ce moment-là? Il a fallu que j'apprenne à faire des piqûres au bout des doigts pour me contrôler au quotidien Mhm. et apprendre à faire des insulines avec, à l'époque, des seringues Mhm. encore. Voilà, et alors apprendre à manger un petit peu mieux, on va dire, avec un petit peu moins de sucre pour justement pouvoir régulariser. Mais bon, ça, il y a 30 ans. Donc, Ah, c'était il y a 30 ans. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, ça a évolué depuis. Et quelle technologie utilisais-tu à ce moment-là? À l'époque, c'était les testeurs au bout des doigts, Mhm. simplement, et une petite goutte de sang et qui donnait le taux de sucre. Et on avait droit à l'époque à 3 tests par jour. Et voilà, et on devait régulariser son taux de diabète avec cette méthode. Voilà, justement, beaucoup de choses ont changé en 30 ans. On va en parler avec toi. Laurent, tu es diabétologue à Erasme. Didier a un diabète de type 1. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre un diabète de type 1 et de type 2? Bien oui, donc justement, dans le diabète de type 1, en fait, il n'y a plus de sécrétion d'insuline par le pancréas qui, normalement, est censé produire cette insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang, donc la glycémie. Et donc, quand, comme Didier, on n'a plus d'insuline sécrétée par le pancréas, on a besoin d'en s'en injecter, en général plusieurs fois par jour, afin de réguler cette glycémie pour éviter les complications éventuellement sévères du diabète. Et les traitements pour un diabète de type 1 et type 2 sont-ils différents? Oui, ils sont différents en ce sens que très souvent, dans le diabète de type 2, on n'a pas besoin de ce traitement par insuline parce qu'il y a encore une production d'insuline, alors que dans le diabète de type 1, on a justement besoin en continu d'avoir de l'insuline dans le corps parce qu'il y a cette déficience complète en insuline qui fait que non seulement on a besoin des injections d'insuline, mais qu'en plus, ces injections sont assez complexes à gérer vu qu'il faut quelque part refaire soi-même avec ces piqûres ce qu'aurait fait le pancréas physiologiquement, ce qui est très difficile. Mhm. Et Didier, de quel dispositif Voilà. possèdes-tu Alors maintenant? aujourd'hui, enfin depuis maintenant un mois, je suis équipé d'une pompe Omnipod 5 et du Freestyle 2, Freestyle libre. Freestyle 2, pardon, plus, Freestyle libre, oui. en boucle fermée. Mhm. Et ça a considérablement changé ma stabilité de mon diabète. Je suis beaucoup plus régulier, je fais plus d'hypo la nuit, alors que j'en faisais quasi toutes les nuits. Ça a vraiment régularisé tout. C'est vraiment génial. Même lors d'efforts sportifs, j'ai encore fait une course au week-end de 80 km, 1200 mètres de dénivelé positif. J'ai pas fait d'hypo. Mhm. C'était vraiment génial. Ça nous aide vraiment. Oui, parce que je vois sur ton bras que tu as deux petits Voilà. patchs. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Voilà, ils sont en boucle fermée. Donc j'ai le freestyle ici, la pompe Omnipod qui est là, qui est remplie d'insuline. Insuline, ouais. Donc on le change tous les 3 jours. C'est lui qui gère. Alors en fonction de ce qu'on mange, évidemment, on doit à chaque repas compter le nombre de glucides qu'on a. On a des petits cours qui nous aident. Il y a une application aussi Mhm. qui est disponible par la BD. Mhm.
l'ADD, pardon, et qui nous permet de savoir un petit peu, par exemple, dans des pommes de terre, quel est le taux de glucides qu'il y a. On le rentre dans l'appareil et automatiquement, il vous dit le nombre de glucides où vous acceptez. Et généralement, on lui fait confiance parce qu'il faut faire confiance à l'application. Et voilà, et ça gère. Laurent, tu peux nous expliquer un peu la différence entre boucle fermée et un autre système? Oui, donc c'est ça. Mais donc on disait tout à l'heure, pour réguler la glycémie dans le sang, il faut constamment ajuster le taux d'insuline. Le problème, c'est que c'est compliqué parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Donc, comme l'a dit Didier, de ce qu'on mange déjà, mais de plein d'autres paramètres. Si on est un peu plus stressé, si on fait du sport. Et donc, tout ça change d'une heure à l'autre et d'un jour à l'autre. Et donc, ce qu'on disposait d'avant, c'était soit des injections par stylo, comme le faisait Didier avant, soit des injections par une pompe. Il existait déjà avant des pompes, comme montre Didier, mais qui effectivement n'étaient pas en boucle fermée, c'est-à-dire sans connexion directe entre la pompe, d'une part, et les informations du capteur de glycémie. Donc à ce moment-là, si je puis dire, la boucle fermée, c'est fait par la personne diabétique elle-même, c'est-à-dire la personne diabétique voit en fait son taux de glycémie, ça passe dans son cerveau, il réfléchit, et après avoir réfléchi, il va décider d'une dose d'insuline à injecter. Ici, comme dit Didier, l'avantage de la boucle fermée, c'est que la pompe et le capteur communiquent directement, et donc dans le petit appareil qui ressemble en fait à un téléphone portable qu'a montré Didier, il y a un algorithme qui fait que par exemple, tous les 5 minutes, cet algorithme va recalculer à notre place, si je puis dire, ou à la place de Didier, combien d'insuline injecter en fonction de la glycémie et d'autres événements, comme par exemple si on a une activité physique prévue, etc. Et donc, toutes les 5 minutes, cette pompe va réajuster la dose d'insuline injectée, et donc ça rend la vie évidemment beaucoup plus facile. D'abord parce que ça marche très bien, et d'un autre côté aussi, Didier n'a plus besoin de toutes les pas 5 minutes, mais en tout cas toutes les heures ou plusieurs fois par jour, se demander quelle dose d'insuline injecter ou quelle est sa glycémie. Donc ça, c'est le grand avantage de la boucle fermée. Et donc ça, c'est en fait la différence entre une pompe dite patch et une pompe dite pompe tubulaire, c'est ça? Alors ici, ce que Didier a montré, c'est une pompe patch. Donc effectivement, on voit qu'il n'y a pas de tubulure. Bon, il existe sur le marché belge à la fois des pompes patch, ou disons pour l'instant une pompe patch qui est la pompe Omnipod. Il existe d'autres pompes, plusieurs pompes avec tubulure, mais l'option de boucle fermée existe dans les deux systèmes. Donc ici, c'est une pompe patch en boucle fermée, mais il existe aussi des pompes avec tubulure en boucle fermée également. Et comment cette technologie a changé ça à ta vie? Ça m'a simplifié. Je fais beaucoup moins d'hypoglycémie. Je passe toutes mes nuits maintenant sans faire d'hypo. C'est beaucoup plus régulier. Et c'est plus simple. Avant, je prenais un petit sac avec des collations à l'intérieur, parce que voilà, à tout moment, je pouvais faire une hypo. Il fallait que je me resucre, que maintenant, voilà, je suis plus en confiance. Et tu fais totalement confiance à la technologie? Je débute, ça fait 1 mois, ouais. mais j'essaye, il faut lui faire confiance. Et, on a quand même toujours le regard, donc on peut toujours se dire attention, mais voilà, il faut pouvoir faire confiance à la nouvelle technologie, tout en ayant un regard quand même dessus. Tu me parlais tout à l'heure d'une application qui est toute nouvelle. Est-ce que tu peux nous en parler? Je ne pense pas qu'elle est nouvelle, En tout mais cas, tu l'utilises depuis peu voilà, de temps. depuis C'est peu ça. de temps. Donc, pour pouvoir décider du nombre de glucides que je dois rentrer dans mon appareil, je prends un aliment tel qu'on, je le rentre dans l'appareil. Il me dit combien contient de glucides, donc, ce qui me permet de pouvoir remplir plus facilement. Ouais. Parce qu'évidemment, dans sa tête, on ne sait pas un plat de pâtes ou combien de glucides ça fait, le poids et autres. Voilà, c'est une question d'habitude. Laurent, quels sont les plus grands défis en ce moment sur la gestion du diabète? Au niveau technologique, bien sûr. Oui, écoute, je pense d'abord qu'on peut vraiment dire que ces pompes qui sont maintenant en Belgique et disponibles depuis maintenant quelques années ont déjà en fait répondu et en tout cas aidé à répondre de nombreux défis. Bon, pour revenir quand même un tout petit peu sur le passé il y a quelques années, Oui. avant on avait des personnes diabétiques de type 1 qui ressentaient très mal ou qui ne ressentaient parfois pas du tout leurs hypoglycémies et qui donc étaient amenés à faire parfois plusieurs fois par mois des comas hypoglycémiques, donc vraiment une complication sévère du diabète. Et comme l'a dit aussi Didier, maintenant avec ces pompes, actuellement, eh bien, je veux dire, ces personnes-là ne font quasiment plus du tout ces problèmes d'hypoglycémie, alors que leur diabète reste par contre très très bien équilibré. Donc ça, je pense que c'est déjà des grands défis qui sont, je ne vais pas dire résolus, mais en tout cas
ces pompes en boucle fermée ont déjà beaucoup aidé. À l'inverse aussi, les personnes qui avaient de grandes difficultés à gérer justement les repas, et comme l'a dit Didier, parfois, c'est plus Didier dit ça, ça a l'air simple quand il le raconte, mais c'est parfois plus difficile que ça. Donc, des personnes qui ont vraiment difficile à gérer les glucides de repas, qui avaient un diabète, pas en hypo, mais plutôt avec beaucoup d'hyperglycémie, sont elles aussi, pour l'instant, beaucoup mieux équilibrées grâce à ces boucles fermées. Donc, je dirais, il y a déjà des grands défis auxquels on a apporté une réponse. Maintenant, comme tu dis, il y a encore des défis. Et donc, encore une fois, on en revient au repas. C'est vrai que pour l'instant, ces boucles fermées, évidemment, elles peuvent faire beaucoup de choses. Elles voient quelle est la glycémie du moment, mais elles ne savent pas qu'on va manger et elles ne savent pas ce qu'on va manger. Et donc, pour l'instant, c'est toujours important de pouvoir annoncer ces glucides, comme l'a très bien expliqué Didier, à la pompe. Mais je pense que parmi les défis qui restent, un de ces défis sera de faire des algorithmes qui pourront détecter eux-mêmes les repas et qu'on n'aura plus besoin de déclarer à la pompe ou de prévenir à la pompe qu'on va manger. Voilà, ça c'est un des défis. Il y a évidemment d'autres défis toujours technologiques. Bon, il y a toujours des améliorations possibles dans les capteurs. Il y aura bientôt aussi de nouveaux capteurs qui pourront non seulement vérifier la glycémie, mais d'autres paramètres du sang, comme par exemple le taux d'acétone ou le taux de corps cétonique, qui sera aussi très important pour utiliser ces pompes en boucle fermée encore de meilleure manière à l'avenir. Oui, parce que Laurent, je pense que c'est intéressant aussi de savoir d'où on vient. Oui, effectivement, on vient de loin, si je puis dire. Certains d'entre nous sont quand même assez âgés pour avoir connu l'époque avant les années 80, où pour se tester sa glycémie, il fallait faire pipi sur un morceau de papier et voir la couleur du papier. Oui. Après ça, Didier en a parlé, il y a eu les tests au bout du doigt, qui existent toujours maintenant, mais qui, on peut dire, ne sont pas la chose la plus agréable du monde à faire. Et surtout, on se teste 3-4 fois par jour. Et donc, par rapport aux capteurs qu'on a maintenant depuis une dizaine d'années, qui donnent cette glycémie en continu, sans le besoin de se piquer au bout du doigt, c'est quand même déjà une grosse amélioration, je veux dire, pour la qualité de vie des personnes diabétiques. Alors, on en a parlé. Après ça, il y a eu les pompes, donc qui n'étaient pas en boucle fermée. Et donc, ces boucles fermées qui maintenant se popularisent depuis peut-être 5, 6, 7 ans, donc, ce qui a quand même aussi beaucoup changé, c'est que moi, par exemple, j'ai dans ma patientèle donc des personnes diabétiques qui ressentent très peu ou qui même parfois ne ressentent pas du tout les hypoglycémies. Et ça, pour ces personnes-là, c'est un gros problème parce que j'ai comme ça des patients diabétiques de type 1 qui faisaient plusieurs comas hypoglycémiques tous les mois. C'est vraiment c'est énorme. Et donc, c'est vraiment un très, très, très de gros problème pour ces personnes dans leur vie. Ça les a handicapés beaucoup. Maintenant, avec ces pompes en boucle fermée, on peut dire que quand la technologie fonctionne bien, ces comas hypoglycémiques, je veux dire, c'est presque du passé. À l'inverse, on a aussi parfois difficile à pouvoir vraiment gérer les repas. Alors Didier raconte ça tellement bien qu'on a l'impression que c'est très facile, mais pour beaucoup de gens, ce n'est pas si facile que ça. Et c'est parfois pas évident de pouvoir savoir combien de glucides se trouvent dans ce qu'on va manger. Et donc, à l'inverse, on avait des personnes diabétiques qui étaient tout le temps en hyperglycémie et qui maintenant, grâce à ces boucles fermées, arrivent aussi à très bien s'équilibrer. Donc finalement, ces boucles fermées maintenant apportent une équilibration du diabète souvent excellente, mais sans excès ni d'hyper ni d'hypo. Et donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut quand même vraiment insister là-dessus, quoi. Comme je le disais, on vient de loin, et donc on a vu maintenant ces 5 dernières années une très rapide et très importante amélioration à la fois de l'équilibration du diabète, mais aussi de la qualité de vie des personnes qui utilisent ces boucles fermées. Et justement, on vient de loin, où va-t-on et quels sont les défis? Oui, alors évidemment, donc, il y a eu beaucoup d'améliorations, mais comme tu le dis, il y a encore des défis. Donc, par exemple, un des défis encore très importants et qui, quand tu interroges les personnes diabétiques, est toujours le problème, c'est le fait que pour l'instant, la boucle fermée, elle fait beaucoup de choses, mais elle ne sait pas deviner quand on va manger et ce qu'on va manger. Et donc, pour l'instant, on doit toujours annoncer, si je puis dire, les glucides du repas à la pompe. Et ça, c'est un défi. Et on espère, on a quand même déjà eu pas mal de contacts, pas mal de publications scientifiques qui montrent que peut-être que dans les années à venir, ce sera quelque chose qui pourra être aussi géré par l'algorithme. Donc l'algorithme pourra, entre guillemets, deviner, grâce aussi à l'apport de l'intelligence artificielle, quand on va manger et donc
probablement qu'on pourra se passer en fait de l'annonce des repas. Il y a d'autres défis, on en a un peu parlé, il y a aussi les activités physiques, le sport qui maintenant aussi doivent être prévus et déclarés donc dans ces pompes. C'est aussi quelque chose qui probablement dans les années futures sera un des défis qui devra être encore amélioré. Au niveau des capteurs aussi, il y aura moyen de faire beaucoup de progrès. Donc maintenant, ces capteurs, comme on l'a dit, ils testent la glycémie, ils nous donnent la glycémie, mais les personnes diabétiques de type 1 savent qu'il y a d'autres choses qui sont importantes, comme par exemple la présence de corps cétoniques ou d'acétone dans le sang. Bien maintenant, il existe des capteurs qui pourront, j'espère, dans 1 an, dans 2 ans, donner à la fois la glycémie, mais aussi le taux dans le sang des corps cétoniques, comme on dit de l'acétone, et qui pourront aussi aider à la fois la personne diabétique et ses pompes en boucle fermée à mieux encore gérer le diabète. Voilà, donc les défis, il y en a encore et on espère, et je pense que dans les années à venir, on va encore voir beaucoup de progrès dans cette technologie. Oui, maintenant, comme tu dis, avec l'intelligence artificielle, il y a plein de choses qui se font et de plus en plus rapidement. Donc, est-ce que tu ressens une dépendance, Didier, par rapport à... Non, plutôt une libération. Il faut quand même rester vigilant parce que voilà, c'est une nouvelle technologie. Et ça fait pas longtemps que je l'utilise, mais je lui fais plutôt confiance parce que ça a amélioré ma façon de vivre depuis que je l'ai. Voilà. Donc, on continue. Oui. Est-ce que les données collectées par les appareils connectés sont totalement fiables? Je me tourne vers toi, Laurent. Alors moi, je suis d'accord avec Didier, il faut faire confiance en la technologie, mais évidemment pas une confiance aveugle. Ouais. On peut toujours avoir des problèmes techniques, on peut toujours avoir des problèmes avec des capteurs, et donc je dirais, pour répondre à tes questions, oui, les capteurs sont fiables, les pompes injectent l'insuline de manière fiable, mais un peu comme le pilote dans son avion, on n'est jamais, même en pilote automatique, il faut toujours rester vigilant et pouvoir reprendre la main dans le cadre, par exemple, d'un capteur déficient ou d'une pompe qui tombe en panne. Voilà. Tu confirmes? C'est clair. Oui, mais ça m'arrive encore de piquer dans le doigt pour confirmer ou infirmer un résultat qui s'affiche, parce que j'ai les sensations d'être en hyperglycémie et que mon capteur me dit que je suis en hypo. Ça m'est déjà arrivé, mais très souvent, c'est la technologie qui a raison et il faut faire. Oui, il faut faire attention. Le ressenti n'est pas toujours le bon, quoi. Ça dépend dans quel état physique on est aussi. Ça dépend aussi beaucoup de choses, quoi. Ouais. Mais si je peux rajouter, je pense pour répondre à cette question de manière pragmatique, on regarde les patients qui n'avaient pas ce genre de boucle fermée, qui passent à la boucle fermée, presque tous sont améliorés par la boucle fermée. Donc même si, comme on le dit, il y a parfois des problèmes techniques qui arrivent, il ne faut pas croire que ça devient un enfer. Non, ce n'est pas vrai. Donc la vie et le diabète est vraiment très amélioré par ces boucles fermées. Voilà, et que tous les systèmes qui sont sur le marché actuellement améliorent vraiment et le diabète et la qualité de vie. Voilà. Avec, bien sûr, comme l'a dit aussi Didier, une vigilance. On reste diabétique, néanmoins. On a ces boucles fermées, on reste diabétique. Mais enfin, vraiment, je pense que quand on voit maintenant les résultats, et même, si je peux dire, on a maintenant des moyennes depuis plusieurs années, les moyennes de l'équilibration du diabète par les diabétiques de type 1, en particulier en Belgique. Et on voit maintenant très nettement, depuis par exemple 2016, où ces pompes en boucle fermée n'existaient pas encore, et c'était vraiment les premières pompes, et maintenant, on voit que la moyenne de l'hémoglobine glycée, la moyenne du sucre des personnes diabétiques de type 1 est en train de diminuer vraiment à l'échelle de la Belgique. Et donc ça, c'est grâce en grande partie à cette technologie, les capteurs d'abord, et puis ces pompes. Donc on peut conclure que la technologie est une amélioration. Très grande amélioration. 100%. Ouais. Et pour finir, Didier, de quoi rêves-tu au niveau technologique? Peut-être une application sur mon smartphone qui permettra de réduire, de ne plus avoir 2 appareils, 2 GSM, on va dire, 2 smartphones, mais tout ça concentré sur un seul appareil. Pour le futur, peut-être une idée? Oui, mais donc ce système existe déjà, mais pas en pompe patch. Donc Didier a parlé que lui avait une pompe patch, comme on voit ici, c'est-à-dire une pompe qui est directement connectée, collée sur la peau, et il n'y a pas de petit tuyau qui va relier la pompe qui n'est pas collée sur la peau, et donc avec un petit tuyau qui va aller injecter l'insuline sous la peau. Donc ça existe avec des pompes, comme on dit, tubulaires, avec un petit tuyau qui injecte l'insuline. Ça n'existe pas encore avec les pompes patch directement collées sur la peau
sans cathéter. Nous vous remercions pour votre écoute. Nous espérons vous avoir inspiré et vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode de Let's Talk Diabetes. Vous aimeriez disposer de plus d'informations sur le diabète? Trouver davantage d'inspiration? Rendez-vous sur letstalkdiabetes.be. Cette série de podcasts est une initiative d'Abbott Diabetes Care et a été réalisée avec le soutien de l'Association du diabète, le fonds Hippo & Friends pour le diabète de type 1 et la Diabetes Liga. Toute personne vivant avec un diabète peut faire appel au soutien de l'Association du diabète en formant le 02 374 31 95 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 ou par email à info@diabète.be. Et ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et nous ne laissons personne de côté. Les points de vue, positions et opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des personnes impliquées et ne reflètent pas nécessairement les points de vue des laboratoires Abbott. Les points de vue, positions et opinions représentés, ainsi que toute référence à un produit ou une entité spécifique, ne constituent pas une approbation ou une recommandation de la part d'Abbott. Les personnes interviewées n'ont reçu aucun produit ni aucune compensation en échange de leur opinion honnête et de leur critique de produit. Les informations fournies ne sont pas destinées à être utilisées pour un diagnostic ou un traitement médical, ni pour remplacer un avis médical professionnel. Veuillez consulter votre médecin ou un prestataire de santé qualifié concernant votre état et le traitement médical approprié. Les symptômes, situations et circonstances individuelles peuvent varier.